À la une de l'actualité, la rentrée du gouvernement. Le Conseil des ministres a repris ses droits ce mercredi au palais présidentiel. Au nombre des sujets abordés, les récentes violences enregistrées sur le campus universitaire de Cocody. La CON arrive à présenter hier au président de la République un rapport de ses activités depuis sa mise en place. Rapport qui révèle que l'institution a, à ce jour, enregistré et validé l'indemnisation de près de 72 000 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Un autre chiffre, 5 813 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget 2016 de l'État, budget adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Et puis, à l'étranger, des rebelles syriens ont commencé aujourd'hui l'évacuation de Ouar, dernier quartier qu'ils contrôlent dans la ville de Homs, en application d'un accord conclu avec le régime de Damas. L'accord prévoit le départ de ce quartier de 2000 rebelles et de leurs familles. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous, bienvenue. Les membres du gouvernement ont repris le chemin du Conseil des ministres ce mercredi. La rencontre, présidée par Alassane Ouattara, s'est soldée par plusieurs mesures importantes. Un sujet a aussi particulièrement retenu l'attention, les récentes violences enregistrées sur le campus universitaire de Cocody. Le récit de Viviane Haïm. Fin des vacances pour le gouvernement avec ce premier conseil des ministres de rentrée qui s'est tenu ce mercredi 9 décembre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le conseil a accordé une large place à l'économie avec l'adoption d'un projet de loi qui fixe le plan national de développement 2016-2020. Il est prévu sur la période 2016-2020 une croissance qui, en moyenne, sera de l'ordre de 8 à 9,8%, ce qui reste un taux de croissance tout de même relativement élevé. Il est prévu sur cette période un total d'investissement de 29 311 milliards de francs CFA, dont 11 000 par le secteur public, ça fait 37% à peu près, et 18 000 par le secteur privé. Ça fait un taux d'investissement en pourcentage du PIB de 23,9% en 2020, contre à peu près 18% actuellement. Une ambition extrêmement importante sur la période, avec évidemment pour objectif principal de réduire très fortement le taux de pauvreté. Il est prévu que ce taux, qui est aujourd'hui encore aux alentours de 48%, soit réduit de moitié au moins. Donc baisse en dessous des 20-24% à cet horizon 2020. Toujours au plan économique, des mesures ont été prises pour faciliter la création, le financement et la taxation des PME-PMI, conformément à l'objectif du gouvernement d'améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Ce projet de loi réorganise en quelque sorte le crédit bail en Côte d'Ivoire. Ce crédit bail était très connu et très utilisé il y a 20-30 ans dans notre pays et malheureusement depuis il a perdu beaucoup de terrain. Le constat qui est fait aujourd'hui, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes à moins de 2% du financement des PME, par exemple, qui est assuré par le crédit bail, alors que des pays comme la Tunisie ou le Maroc sont à 14 et 15%. Il faut savoir que nous sommes dans un processus de simplification de l'accès à l'entreprise en Côte d'Ivoire. Donc, l'établissement des statuts de la société en non collectif, de la société en commandite simple, de la société à responsabilité limitée, il n'est plus désormais requis des créateurs de ces sociétés que l'établissement d'un acte sous seing privé. Autrement dit, signature privée entre les actionnaires sans obligatoirement passer, comme c'était le cas par le passé, par un acte notarié. Le Conseil des ministres s'est prononcé sur les récents affrontements entre syndicats d'étudiants sur le campus de Cocody qui ont fait 1 mort et 6 blessés. Le gouvernement a pris acte des décisions de suspension des syndicats prises par les conseils d'université. Et le moment venu, le gouvernement donc, se prononcera sur le sort à réserver à ces syndicats. Des décisions ont été prises concernant le démarrage du programme du gouvernement de création de nouvelles universités d'État, notamment à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le Conseil des ministres a décidé pour l'heure la création de 2 nouvelles universités, à savoir une université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'université virtuelle ou l'enseignement à distance
C'est une solution qui est utilisée dans un grand nombre de pays dans le monde. Cela permet de répondre au moins partiellement à la question des effectifs pléthoriques, souvent dans nos universités publiques. Et l'université de Mans? Les travaux ont commencé sur une superficie de 332 hectares dans la ville de Mans. Et il est prévu, compte tenu surtout du potentiel en matière économique de cette région, que cette université traite principalement les thématiques suivantes: les mines, l'énergie, les matériaux et la mécanique. Elle comprendra 4 UFR et 3 écoles et un institut. Elle est programmée pour recevoir à terme 20 000 étudiants. La construction, évidemment, se fera progressivement. La première tranche des travaux dotera l'université de Mans d'une capacité d'accueil de 3 000 étudiants. L'ouverture est prévue pour la rentrée académique 2016-2017. Toujours au palais présidentiel, hier, le chef de l'État a échangé avec les membres de la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues dans le pays. L'institution, présidée par Monseigneur Paul-Siméon Awana, est allée présenter au président de la République le rapport d'étape de ses activités depuis sa mise en place. Des propositions en vue de booster le processus de réconciliation nationale ont également été faites. Abiba Dambélé-Saoué. Cheville ouvrière du processus de réconciliation nationale, la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, est à la tâche. Depuis sa mise en place le 24 mars 2015, l'institution a déjà enregistré et validé 71 746 dossiers de victimes à indemniser. Concernant l'opération d'indemnisation des 4 500 victimes lancée le 4 août dernier, la CONARIV a, en collaboration avec le Programme national de cohésion sociale, traité environ 2000 cas à ce jour. Monseigneur Paul-Siméon Awana, président de la CONARIV, a remis le rapport d'étape des activités menées par son institution et il promet que le cap sur la réconciliation nationale sera maintenu. La CONARIV entend mener ses activités pour une réconciliation durable et inclusive à travers la poursuite des missions de compassion sur toute l'étendue du territoire, des tournées conjointes de sensibilisation à la réconciliation sur toute l'étendue du territoire avec la Chambre des rois et chefs traditionnels et le Forum des confessions religieuses. Des missions conjointes auprès des réfugiés et des exilés avec la Chambre des rois et chefs traditionnels et le Forum des confessions religieuses. L'organisation d'espaces d'échange sur les questions liées à la réconciliation et à la cohésion sociale. L'établissement d'un partenariat avec le HCR et l'USAID afin d'accompagner la CONARIV dans la mise en œuvre des projets en faveur des exilés et de la cohésion sociale. La finalité de toutes ces missions est de préparer les Ivoiriens à une véritable réconciliation et à une forte adhésion au concept de l'Ivoirien nouveau. La CONARIV a fait ses propositions, notamment au titre du dialogue politique. Elle recommande la poursuite de ce dialogue afin de garantir un environnement politique apaisé et préserver la cohésion sociale. Elle a également préconisé l'organisation d'un dialogue direct entre le chef de l'État et les leaders des partis politiques. S'agissant des questions judiciaires, la CONARIV a proposé la création de chambres spéciales de jugement pour épuiser les dossiers relatifs à la crise post-électorale, la mise en liberté provisoire et le recours à la grâce pour les personnes qui en remplissent les conditions, le recours à la loi d'amnistie en cas de besoin et le retour des exilés. Félicitant Monseigneur Paul-Siméon Awana et son équipe pour le travail abattu, le président Alassane Ouattara a assuré que le gouvernement accordera une oreille attentive aux propositions faites par la CONARIV en vue de booster le processus de réconciliation nationale. Le chef de l'État a de nouveau réitéré son appel à l'unité nationale. En tant que président de tous les Ivoiriens, je voudrais vous dire à nouveau que je ne ménagerai aucun effort pour rassembler les filles et les fils de notre chère Côte d'Ivoire. Je continuerai d'œuvrer à la consolidation de la réconciliation
de tous les Ivoiriens. Et je voudrais ajouter que cette réconciliation engage tous les Ivoiriens, sans exception, et qu'il n'y a pas une catégorie d'Ivoiriens qui doit se réconcilier avec une autre partie. Ce sont tous les Ivoiriens qui doivent se réconcilier et apprendre à pardonner et à recevoir le pardon de l'autre. C'est bien cela, le sens de l'Ivoirien nouveau, que nous puissions mettre les autres au-dessus de nous-mêmes, que l'égoïsme personnel puisse s'effacer devant l'humanité et le bien-être de nos concitoyens et surtout de la nation ivoirienne. Preuve de sa volonté de parvenir à une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, Alassane Ouattara a diligenté là qu'on arrive de finaliser, avant fin 2015, une liste fiable et consolidée des victimes à indemniser. Rappelons que l'ultime phase de l'opération de recensement des victimes prend fin ce jeudi 10 décembre. Voilà une visite qui annonce la reprise de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Sao Tomé et Principe. Le Premier ministre de cet archipel, vous le voyez sur ces images, du golfe de Guinée, a été reçu en audience par son homologue ivoirien ce mercredi. Daniel Kablan-Duncan et Patrice Trovoada ont échangé sur le point de relance de cette coopération qui sera surtout d'ordre économique. Je vous propose d'écouter le Premier ministre sao-toméen qui donne des précisions sur les éventuels domaines de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Nous avions à l'époque initié un certain nombre de dossiers qui sont toujours d'actualité et j'ai trouvé en la personne du Premier ministre une très grande ouverture pour que nous puissions relancer cette coopération. Les conditions sont créées pour que Sao Tomé Principe et la Côte d'Ivoire reprennent cette relation, surtout dans les domaines économiques. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons mettre en échange avec la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le domaine de la logistique, dans le domaine du tourisme, dans le domaine des technologies. Donc vous voyez, le chantier est vaste, mais il est très attrayant et nous allons travailler ensemble. Patrice Trovoada, Premier ministre de Sao Tomé et Principe, était au micro de Christelle Menant. Ce soir, retour sur cette affaire qui aura cristallisé toutes les attentions ces dernières 72 heures, celle du mandat d'amener délivré à l'encontre du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire par une juge française. Entre-temps, le mandat d'amener a été levé, une décision que saluent les parlementaires ivoiriens. Réunis en plénière ce mercredi, ils ont adopté une résolution pour renouveler leur soutien à Guillaume Soro, leur président, et leur remerciement au gouvernement pour sa promptitude. Michel Digré. Si les visages sont si radieux et contrastent avec les mines graves de la veille, c'est parce que les nouvelles de ce jour sont bonnes. Et c'est la vice-présidente du Parlement qui les a rapportées aux députés. Nous avons voulu vous porter l'information de la levée du mandat d'amener émis à l'encontre du président de l'Assemblée nationale après la vive protestation émise par le gouvernement et la déclaration faite par le bureau de l'Assemblée nationale. Le Parlement ivoirien salue le dénouement heureux de cet incident. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, réunie ce jour en séance plénière, félicite et remercie le président de la République et le gouvernement pour leur implication dans le règlement rapide et heureux de cette affaire. Se félicite de la levée du mandat d'amener de la justice française. Affirme solennellement sa solidarité, son soutien franc et total à son Excellence Soro Guibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais l'affaire Guillaume Soro Michel Gbagbo est loin d'être terminée. Les avocats du président de l'Assemblée nationale ont indiqué dans un communiqué que leur client saisira dans les prochains jours la justice française d'une plainte en dénonciation calomnieuse contre le plaignant. Le budget de l'État pour l'année 2016 est connu. Il s'équilibre en ressources et en charges à plus de 5 813 milliards de francs CFA. Il a été adopté avant-hier à l'unanimité des députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le projet a été défendu par le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, Abdourahmane Cissé. Le point de Michel Digré.
Le projet de budget pour l'année 2016, adopté ce lundi par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. L'exposé des motifs ayant convaincu les députés membres de cette commission. Le projet de budget que nous présentons aujourd'hui vise un objectif précis, celui voulu par le chef de l'État d'améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. C'est un projet de budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813,3 milliards de francs CFA, qui est en hausse d'environ 12% par rapport au collectif budgétaire 2015, et la part belle est faite aux dépenses d'investissement. Dépenses d'investissement pour créer de la croissance. Quasiment le tiers du budget de l'État est affecté aux dépenses d'investissement. Les dépenses faites dans le cadre de la réduction de la pauvreté passent ainsi de 1 337 milliards en 2013 à 2 000 milliards de francs CFA en 2016. Les questions relatives à la promotion de l'emploi jeune ont également été prises en compte. Nous incitons l'ensemble des entreprises du secteur privé, là c'est un appel au secteur privé, d'utiliser cette année fiscale pour pouvoir créer des emplois. Nous n'avons pas oublié les jeunes qui sortent juste des universités. Et là aussi, nous souhaitons que dès que vous sortiez d'université, que les entreprises puissent vous embaucher avec des contrats d'apprentissage, de sorte à ce que vous puissiez acquérir les compétences pour ensuite aller vraiment sur le marché du travail. Le budget 2016 s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis socio-économiques de 2012 à 2015. Pour atteindre ces objectifs, son exécution sera encadrée par des mesures visant l'optimisation du potentiel des services de recouvrement, le renforcement de la discipline budgétaire et une bonne capacité d'absorption des crédits d'investissement. Un vol long courrier d'Air France qui a décollé hier de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à destination d'Abidjan a dû faire demi-tour vers Paris. Il avait à son bord 328 passagers. L'appareil a dû faire demi-tour en raison d'une panne d'éclairage constatée sur la piste d'atterrissage de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, un incident qui a suscité diverses interprétations. Le ministre des Transports a animé cet après-midi une conférence de presse. Gaoussou Touré faire la lumière sur cette affaire. Fidèle Aigné, connaît par Gassoro. Le vol AF702 d'Air France en provenance de Paris pour Abidjan n'a pu atterrir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny ce mardi à 18h15. La raison ? Les circuits d'alimentation des balises d'éclairage sur la piste d'atterrissage ont été endommagés suite à un court-circuit. Selon les autorités aéroportuaires, le problème ne permettait pas à des avions d'une certaine catégorie, dont fait partie le vol AF702 d'Air France, d'atterrir. Cet incident a donné lieu à des interprétations et des polémiques. Pour assurer l'opinion nationale et internationale, le ministre des Transports Gaoussou Touré a animé une conférence de presse. Comme partout dans le monde, il arrive des pannes. Bon, on a eu une panne et immédiatement, les services de la SECNA qui sont en charge des problèmes de balises et de navigation au niveau de l'aéroport ont pris soin, conformément aux règles de l'OACI, d'informer immédiatement l'ensemble des compagnies pour que les compagnies puissent prendre leurs dispositions avant de venir ici. Pour le ministre des Transports, le problème a été résolu. Le ministre vous confirme qu'il n'y a aucun problème. Les avions de Air France pourront atterrir sans problème. Le ministre des Transports a insisté sur le fait que le court-circuit intervenu n'est pas lié au mandat d'amener délivré au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, par un juge de France. Il ne s'agit pas également d'un détournement d'avion, mais bien un problème technique. On parle maintenant éducation avec cette vérification des manuels et kits scolaires dans les établissements. C'est un sujet de Grace Kando. Depuis 2006, l'État ivoirien a fait de la gratuité de l'école sa priorité. Ainsi, des manuels et kits scolaires sont mis à la disposition des élèves des écoles primaires publiques chaque année. Mais selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ces fournitures se retrouvent très souvent sur le marché. Beaucoup de ces documents, manuels et kits scolaires se retrouvent sur le marché. Tout est dupliqué, donc il y a du faux qui se fait. Donc il faut descendre sur le marché et aller voir effectivement au niveau des librairies, au niveau des vendeurs, des détaillants, où est-ce que
ce mal-là persiste pour qu'on puisse l'extirper. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique veut donc démanteler ce réseau. Des inspecteurs sont en mission dans les établissements et inspections de l'enseignement préscolaire et primaire pour vérifier si ces manuels et kits scolaires sont mis à la disposition des vrais utilisateurs, à savoir les élèves. Dans les 4 écoles que nous sommes passées, il y a quand même un respect scrupuleux de cette distribution. Les directeurs d'école ont mis à la disposition des élèves ces kits et manuels scolaires. Il y a des bordereaux de livraison qui sont fournis. Nous avons donc contrôlé, sinon confronté ces bordereaux de livraison fournis par les directeurs d'école et ces bordereaux sont conformes. Quand on a reçu les kits, on les a distribués aux élèves. Bon, en tout cas, ça a servi aux enfants parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de fourniture. Pour cette rentrée scolaire 2015-2016, ce sont plus de 6 millions de manuels et kits scolaires qui ont été distribués aux élèves. Le tribunal militaire d'Abidjan accentue la lutte contre le racket au sein des armées. 4 agents de police ont comparu devant ce tribunal pour des faits d'extorsion de fonds et de violation de consignes. Ils ont été condamnés respectivement à 12 mois et 6 mois d'emprisonnement ferme. 9 autres policiers sont en attente de jugement pour les mêmes faits. Abou Sanogo. Le tribunal militaire d'Abidjan intensifie sa lutte contre le phénomène du racket. Tant qu'il y aura un seul racketteur sur nos pistes, ou sur nos corridors, ou sur nos barrages, le tribunal militaire ne se lassera jamais de les arrêter, d'enquêter et de les traduire devant ces instances pour être jugés conformément à la loi. Au cours d'une audience spécialement consacrée à cette infraction, 5 fonctionnaires de police ont comparu devant le tribunal militaire présidé par le juge Kwadjo Kofi. Sur réquisition du commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi, le tribunal a condamné un sergent-chef de police en service au 10e arrondissement d'Atokoubé à 12 mois d'emprisonnement ferme et d'une amende de 50 000 francs CFA pour avoir estorqué la somme de 1 000 francs CFA à un chauffeur de Baka. Je souhaiterais que toutes les victimes, tous les témoins et tous ceux qui dénoncent le racket viennent au tribunal pour parler. Il leur arrivera rien s'ils ont peur des représailles. Je leur garantis, je leur assure que les policiers, les gendarmes ou les militaires qui sont poursuivis pour les rackets pour lesquels ils viennent témoigner, ne leur feront rien, ils ne pourront rien leur faire. Ils n'ont qu'à venir. Si un gendarme, un policier ou un militaire a touché à un seul cheveu d'un témoin, il sait ce qu'il attend. Un adjudant-chef de police en service à la préfecture de police de Daloa a écopé de 6 mois de prison ferme et 50 000 francs d'amende pour avoir tenté d'estorquer la somme de 500 000 francs CFA à une dame au corridor de Daloa en mars 2015. 2 autres sergents de police respectivement en service à Daloa et à Vavois ont quant à eux été condamnés à 1 mois de prison ferme et à 50 000 francs d'amende. 9 autres agents de police attendent d'être jugés le lundi 14 décembre prochain pour les faits de racket. Une évasion de prisonniers a été enregistrée samedi nuit à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. La direction des affaires pénitentiaires fait le point de la situation. Elle indique que seulement 2 prisonniers se sont évadés, contrairement à certaines informations qui annoncent plusieurs dizaines. Ces 2 individus sont identifiés et l'administration pénitentiaire assure que les recherches sont en cours pour les retrouver. Moussa Konaté. La maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka a enregistré une évasion de prisonniers la nuit du samedi dernier. Depuis, les rumeurs font état de plusieurs dizaines d'évadés. La direction des affaires pénitentiaires apporte des précisions. 59, d'autres journaux ont parlé de 60, d'autres même dans les premiers temps ont parlé de 20. Tous ces chiffres sont fantaisistes. Nous avons comptabilisé 2 détenus qui sont partis. Ce sont des détenus de longue peine, de 20 ans chacun. Et c'est des détenus qui sont poursuivis pour des faits de vol aggravés. 2 détenus donc se sont enfuis de la prison. Ils sont identifiés et actuellement recherchés. Il y a M. Kalou Bibale Herman, qui est arrivé chez nous ici le 7 octobre 2014. Et puis il y a M. Guy Dablé, qui est arrivé le 26 décembre 2014. Nous allons les retrouver, que la population se tranquillise. Ces 2 individus seront retrouvés.
Et nous allons tout mettre en œuvre pour ça. Nous avons déjà lancé les informations au niveau de nos informateurs. Nous en avons dans toutes les MAC et ils vont les retrouver. Plusieurs évasions sont enregistrées à la MACA depuis 2012. La direction des affaires pénitentiaires annonce le renforcement de la surveillance de jour comme de nuit. Aujourd'hui, 9 décembre, est commémorée la journée internationale de lutte contre la corruption. Il s'agit de sensibiliser sur ce phénomène qui met à mal la bonne gouvernance, aussi de faire connaître le rôle de la Convention en matière de lutte et de prévention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Ici en Côte d'Ivoire, cette journée a été justement marquée par des campagnes de sensibilisation initiées par le mouvement pour la lutte contre l'injustice. Serge Collier. La corruption est un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays. Elle s'attaque au fondement des institutions démocratiques en créant des appareils bureautiques dont l'unique fonction réside dans la sollicitation de pots de vin. Conscient de cela, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Convention des Nations unies contre la corruption. Gouvernement, secteur privé, organisations non gouvernementales, médias et citoyens du monde entier sont invités à unir leurs forces pour lutter contre ce crime. En Côte d'Ivoire, l'ONG Mouvement pour la lutte contre l'injustice a pris l'initiative de la sensibilisation et de la formation des acteurs clés des différents secteurs d'activité. La police, la douane, les services d'inspection, les brigades anticorruption et les services de la haute autorité pour la bonne gouvernance ont été instruits 2 jours durant. La lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas pour l'État seulement. L'État met des structures en place. On doit se donner la main pour pouvoir lutter contre ce fléau. Quel engagement citoyen pour une Côte d'Ivoire sans corruption? C'est le thème de cette campagne de sensibilisation marquant la journée mondiale de lutte contre la corruption. L'objectif est d'aider à la mise en place de mécanismes pour rompre la chaîne de corruption. Notons que sur 174 pays, la Côte d'Ivoire occupe le 115e rang en matière de corruption selon Transparency Justice. Ce classement part du pays le moins corrompu à celui le plus corrompu. Comment améliorer l'accès des PME-PMI, ces principaux pourvoyeurs de croissance et d'emploi au financement? La question est au cœur d'un forum international à Yamoussoukro. 300 experts réfléchissent sous l'égide du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers et de son partenaire, la Société financière internationale. L'enjeu est de doter l'UEMOA d'un cadre légal et réglementaire qui favorise la croissance du financement des secteurs prioritaires à travers le dispositif du capital investissement. Léon Brou. Quel mécanisme pour faciliter la sortie en bourse des petites et moyennes entreprises ainsi que des petites et moyennes industries? Quel cadre réglementaire favoriserait au mieux le développement de ces entreprises? 2 des 4 questions auxquelles s'activent pour répondre 300 experts des marchés financiers. C'est à l'initiative du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en collaboration avec la Société financière internationale pour lever 2 équivoques. Promouvoir le marché financier régional auprès des investisseurs de capital investissement, créer une alternative de financement qui ne serait pas seulement accessible aux multinationales, mais aussi pour les entreprises locales, les entreprises familiales. C'est que des difficultés entravent encore l'accès de 70% des PME de l'espace UEMOA au financement, en dépit d'importants investissements consentis entre 1998 et 2015. Le montant total des émissions sur le marché financier de l'Union s'est situé à plus de 4 600 milliards de francs CFA, donc près de 3 900 milliards de francs CFA sous forme d'emprunts obligataires. S'agissant de la Côte d'Ivoire, ces prêts aux PME-PMI représentent seulement 21% du produit intérieur brut pour 3 629 milliards de francs CFA, fait remarquer la représentante du chef du gouvernement. Nialé Kaba, qui se félicite de la tenue de ce forum inter-ivoirienne, souligne la nécessité des États membres de l'UEMOA de soutenir les PME-PMI, un secteur censé être pourvoyeur de croissance et d'emploi. En Côte d'Ivoire, par exemple, les PME représenteraient 80% du tissu économique, mais paradoxalement, elles contribueraient seulement pour 18% du produit intérieur brut et pour 23% des emplois formels. L'objectif du gouvernement est de porter cette contribution du produit intérieur brut à 40% à l'horizon 2020.
Ouvert ce mardi pour clore ses travaux ce mercredi 9 décembre, 4 panels de haut niveau vont ponctuer ce forum international sur le capital investissement. Le Rotary Club d'Abidjan veut aider le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida à vaincre l'ulcère de Bureli en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, le Rotary Club a associé l'image du groupe Magic System qui a donné un concert samedi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Assalfo, Manadja, Goudé et Tino ont pris l'engagement de lutter contre la pandémie. Issaïo, Patricia Oumouetia. Utiliser la musique pour recueillir des fonds pour lutter contre l'ulcère de Bureli. C'est le sens du gala organisé par le Rotary Club Cocody Abidjan Sud au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire avec pour invité le groupe Magic System. Au cours de cette cérémonie, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a réitéré la volonté du gouvernement à éradiquer la pandémie en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, dans sa volonté de parvenir au contrôle et à l'extinction de la maladie, a pris plusieurs mesures, notamment la création d'un programme national de lutte contre l'ulcère de Bureli, l'élaboration d'un document de politique nationale et d'un plan stratégique pour la lutte contre l'ulcère de Bureli. Je voudrais donc saluer le soutien du Rotary et saluer le groupe musical Magic System. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la Côte d'Ivoire fait partie des 33 pays endémiques et selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, 35 districts sanitaires restent fortement marqués par la maladie. Pour éradiquer l'ulcère de Bureli en Côte d'Ivoire, 1,4 milliard doivent être mobilisés sur 5 ans. Chaque année, un concert est donc prévu pour atteindre cet objectif. On termine à l'étranger avec ces images. Des rebelles syriens ont commencé aujourd'hui l'évacuation de Ware, dernier quartier qu'ils contrôlent dans la ville de Homs, en application d'un accord conclu avec le régime de Damas. L'accord prévoit le départ de ce quartier de 2000 rebelles et de leurs familles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur l'application RTI Mobile.